Bonjour et bienvenue à vous sur ce troisième épisode consacré à la perspective des planétariens et plus particulièrement à l'analyse de cette vidéo de Pebran, reprise par Saïd Adjoul puis par Fetou Chaïb. Bien évidemment, ni Saïd Adjoul ni Fetou Chaïb n'ont jamais pris la peine de vérifier si les propos qu'ils relayaient étaient crédibles ou pas. Après tout, pourquoi se fatiguer les neurones en vérification? Si ça explique la Terre plate, c'est que ça doit être digne de confiance. Ou pas. Le sens de rotation des étoiles vues du sud est opposé à celui du nord. Ou, les étoiles en rotation autour de Polaris, l'étoile du nord, tournent à l'inverse de l'aiguille d'une montre. Bien. Ce que je veux montrer avec ces images, c'est que ce mouvement des étoiles observées du sud n'est en fait qu'une illusion, due à la perspective. C'est une antirotation, qui se fait de la même manière que les rayons anti-crépuscule du soleil. Ok. Il y a le crépuscule et l'anti-crépuscule. Sur l'image à gauche, c'est le crépuscule à l'horizon. Sur celle de droite, c'est l'anti-crépuscule, à l'opposé de l'horizon. Au crépuscule, les rayons du soleil convergent à l'horizon. Ou bien, pour dire autrement, les rayons du soleil divergent du point où se trouve le soleil, pour aller vers l'horizon opposé. À l'horizon opposé, les rayons convergent vers ce même point, opposé à la vraie position du soleil. Comme vu sur l'image de droite. Et c'est ce qu'on appelle l'anticrépuscule. Je passe rapidement sur ce qu'il appelle les rayons anticrépusculaires. Oui, dans la vraie vie, on peut observer ce phénomène. Je parle de ce qu'il appelle des rayons anticrépusculaires et de rien d'autre. Ce phénomène, ou ce principe dû aux lois de la perspective. Petit rappel de ce qu'est la perspective. Éventuellement, vous pouvez aller voir les épisodes 1 et 2 si ce n'est pas déjà fait, les liens sont dans la description. La perspective est une méthode de dessin pour représenter une impression de profondeur sur une surface plate. La surface plate étant une feuille de dessin, une toile de tableau, un écran d'ordinateur. Pour y parvenir, on fait fuir toutes les droites parallèles entre elles vers un même point de fuite. Et le même, observé sur le mouvement des étoiles. Au nord, on observe un sens de rotation des étoiles. Au sud, c'est le sens inverse. C'est la perspective qui produit cette antirotation au sud. Ok. Maintenant, attachons ces rayons au soleil, et faisons tourner ce dernier, dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Vous êtes positionné au milieu. Vous êtes essentiellement debout sur l'équateur. Juste au centre. Entre le lever et le coucher du soleil. Vous regardez vers l'est, et vous constatez que les rayons tournent dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Et quand vous regardez vers l'ouest, les rayons vont dans le sens de l'aiguille d'une montre. Beaucoup de gens se demandent, comment au sud, pouvons-nous voir les étoiles tourner dans le sens inverse de ceux du nord? Eh bien, c'est le même phénomène que l'exemple des rayons du soleil qu'on vient de voir. En réalité, il n'y a qu'un seul sens de rotation pour toutes les étoiles. Quand vous regardez l'horizon opposé, vous verrez les étoiles tourner dans le sens inverse. On dit alors qu'il y a anticonvergence. De même que pour la convergence des rayons anticrépusculaires. Regardez bien, j'ai reproduit son montage en carton. Maintenant, je relie les rayons entre eux, et j'obtiens une sphère. La sphère céleste, dont le centre est l'observateur mais qui n'a de sphère que l'apparence parce qu'il observe le ciel sur 360 degrés, il a donc obtenu une sphère en rotation autour de l'observateur. Il lui suffisait de changer de référentiel en considérant que le ciel est immobile et que c'est l'observateur qui tourne pour comprendre la mécanique céleste. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il a presque tout compris. Presque. Ça reste quand même un platiste, il ne fallait pas trop en espérer de sa part, car, comme tout bon platiste, après avoir fait son observation, il a choisi l'interprétation la plus alambiquée possible pour essayer tant bien que mal, plutôt mal d'ailleurs, de faire coller les faits avec sa terre plate. Le point rouge représente l'observateur. Il est juste au milieu du cercle qui entoure l'observateur. Le cercle en rouge représente le champ de vision tout autour de l'observateur, où se manifestent tous les objets célestes, ainsi que le soleil. L'observateur se trouve à une distance de rayon de 9656 km de l'horizon. Et il voit les étoiles se diriger vers le bas, du point de fuite à l'horizon. Le diamètre du cercle est à peu près de 19 à 20 000 km. Tous les objets célestes vont se diriger vers l'horizon de l'observateur.
N'oublions pas que la distance de l'horizon par rapport à l'observateur est toujours de 9656 km sur tous les points du cercle de la Terre. Donc, quand l'observateur regarde le Soleil vers le bas, il est à une distance de 9656 km du lever du Soleil. Les rayons du Soleil levant divergent de l'Est, ensuite se propagent en arrivant à l'observateur. Les rayons arrivent au niveau de l'observateur, juste au centre. À partir de cette ligne marquée en rouge, et qui divise la Terre en deux parties égales, les rayons commencent à converger vers l'anticrépuscule, situé à l'horizon de l'ouest. En clair, l'observateur est situé juste au milieu du lever et du coucher du Soleil, marqué par l'est et l'ouest. Ce qui nous donne une vue sur un arc de 180 degrés sur chaque partie de la Terre. Comme Eric Dubé et comme Stinky Cash, Pebran ne comprend rien à la perspective. Les rayons du soleil semblent converger. Ils ne le font pas réellement. Rien ne peut courber un rayon de lumière, hormis une lentille optique, mais là, il faudra nous expliquer laquelle, ou une lentille gravitationnelle. Mais les platistes ne croient toujours pas en la gravité. Maintenant, supposons que je me trompe et que je ne comprenne rien à rien, et que tout ce qu'il dit soit vrai. Nous avons notre observateur qui admire le lever de soleil sur l'équateur à l'équinoxe. Nous avons le Soleil dont les rayons divergent jusqu'à l'observateur situé à 9656 km à l'ouest, avant de converger vers le point de fuite 9656 km encore plus loin à l'ouest. Mais dites-moi, que se passerait-il si je me plaçais ici, juste au point de fuite de notre observateur, là où tous les rayons de Soleil sont censés converger? Vais-je me retrouver carbonisé comme dans un four solaire, qui fonctionne en faisant converger les rayons de lumière vers un même point? On passe d'une surface de 10 mètres de haut, 12 mètres de large, à une tache focale qui fait 18 cm de diamètre. On concentre ici 10 000 fois les rayons du soleil, ce qui nous permet d'obtenir des températures de l'ordre de 3000 à 3500 degrés. 3000 à 3500 degrés, on a du mal à imaginer, mais c'est 3 fois plus chaud que la lave d'un volcan. Et hop, j'ai déjà un début de fusion de ma plaque d'acier. Il faut bien trouver le foyer. C'est un point très précis, qui est exactement 6 mètres en avant, dans l'axe du concentrateur parabolique. Et voilà, l'acier coule comme de l'eau. Voilà, ça va bientôt percer. Attention. Top, c'est percé. Si oui, c'est dangereux ce truc. Tellement dangereux qu'on aurait dû en observer les effets néfastes depuis bien longtemps. Mais bon, poursuivons. Comme notre observateur adore admirer le lever de soleil, il décide de se déplacer le long de l'équateur, à la même vitesse que le soleil. Mais moi, je ne suis qu'un vieux grincheux qui adore casser les pieds aux platistes. Alors, je décide de partir dans l'autre sens, pour aller admirer un merveilleux coucher de soleil. J'ai donc droit moi aussi à mes rayons de soleil qui divergent du soleil pour passer au-dessus dedans ma tête et aller anticrépusculer au point de fuite 9656 km derrière moi. Il fait nuit quand sur cette planisphère? Je rappelle que nous sommes à l'équinoxe, donc le jour doit normalement avoir une durée de 12 heures, comme la nuit. Les plus observateurs me diront que c'est normal, puisque j'ai utilisé une planisphère. Je leur répondrai que je n'ai fait que reproduire le schéma de Pebran. Que donc est-il allé faire en cette planisphère? Comme je ne suis qu'à moitié contrariant ce soir, je vais leur donner raison, et nous allons immédiatement reproduire ce schéma sur une terre plate. Première constatation, si je me trouve sur l'équateur pour admirer le lever de soleil à l'équinoxe, je suis obligé de me tourner vers le nord-est. Dans la vraie vie, ce jour-là, le soleil se lève plein est sur l'équateur. Première épine dans le pied de Pebran. Comme je ne vais pas me forcer bien longtemps à rester cool avec la terre plate, je m'en vais de ce pas aller observer le coucher de soleil exactement au même moment, toujours sur l'équateur. Comme ce jour-là, le jour et la nuit durent 12 heures, je devrais logiquement me situer sur l'équateur, mais à l'opposé de celui qui observe le lever de soleil. Mais le soleil se trouve alors trop loin pour que je puisse le voir. Deuxième épine dans le pied de Pebran. Si je me place de manière à être en mesure d'observer le coucher de soleil, je suis dans l'obligation de me tourner vers le nord-ouest pour observer le soleil. Et comme j'en ai assez de le voir marcher sur des oursins, je décide d'aller à Brest pour voir le lever de soleil. Et je dois me tourner vers l'est. Depuis quand, en France, peut-on observer un lever de soleil en se tournant vers l'est et non plus vers le sud-est? Quatrième épine.
Comme d'après Pebran, les rayons du Soleil parcourent 9656 km et divergent avant de parcourir à nouveau 9656 km en convergeant, je décide de tracer un cercle de 19 312 km autour du Soleil, afin de marquer la limite à partir de laquelle ces rayons ont fini de converger, quelle que soit la direction. Et nous avons un gros problème. Le Soleil ne se couche jamais ce jour-là entre le pôle Nord et le tropique du Cancer. Là, ce n'est plus une épine, c'est la colonie complète d'oursins qui est plantée dans son pied. Dans sa vidéo, Pebran nous donne 7 fois la même valeur de 9656 km. L'observateur se trouve à une distance de rayon de 9656 km de l'horizon. Regardez comment les rayons se dirigent tous vers le même point de convergence à l'ouest, en parcourant une distance de 9656 km. Alors, tous les objets célestes, localisés sur 180 degrés dans l'hémisphère anticrépusculaire ouest, s'étalent sur une distance de 9656 km. 1000, 2000, 3000, etc. Jusqu'à 9656 km. Pour aller converger vers l'autre horizon, qui se trouve loin de vous, de 9656 km. Après estimation, les objets dans le ciel sont visibles à l'œil nu, à une distance de 9000 km. Parce que toute chose est située sur un rayon de 9656 km. En pensant à cela, je me dis, waouh! Nous pourrions voir le Soleil directement, alors qu'il est à 9656 km de nous. Quand il se lève et projette ses rayons crépusculaires. Et quand ils arrivent au niveau de l'observateur, ils continuent leur chemin, sur une autre distance de 9656 km. Pour enfin, converger au point opposé au Soleil. D'où peut-il bien sortir ce chiffre? Mystère et boule de gomme, comme toujours avec les valeurs données par les platistes. Mais puisqu'il vous le dit, arrêtez de vous poser des questions et croyez-le sur parole. Ceci dit, nous allons voir qu'il s'est bien planté dans les grandes largeurs avec son estimation. Vous vous souvenez, pour nous expliquer sa perspective, Pebran a utilisé une planisphère, alors qu'il prétend nous expliquer la Terre plate. Étrange, non? Alors revenons sur ce passage. Regardez bien, il a placé son observateur sur l'équateur, tout comme le Soleil. Donc, nous sommes à l'équinoxe. Bien. Maintenant, essayons la même chose sur sa Terre plate. Ce qui signifie que pendant la journée, le Soleil parcourt 180 degrés de rotation autour du pôle Nord. Et il fait la même chose pendant la nuit. Donc, au lever du Soleil, celui-ci se trouve à 90 degrés vers l'est, par rapport à l'observateur. Voyons ce que cela donne sur notre Terre plate. Notre observateur est obligé de regarder vers le nord-est pour voir le Soleil se lever. Vers le nord-est. Alors que dans la réalité, ce jour-là, s'il est bien placé sur l'équateur, il devrait regarder plein est. Je suppose que Pebran s'en est rendu compte. Mais plutôt que d'utiliser une carte de la Terre plate et être obligé de l'admettre, il a utilisé une planisphère qui colle quand même mieux à ce qu'il veut nous montrer, et pour nous prouver la Terre plate. Mais continuons. L'équateur est à environ 10 000 km du pôle Nord. Notre observateur et le Soleil se trouvent au niveau de l'équateur et forment un angle de 90 degrés par rapport au pôle Nord. Grâce à Pythagore, nous pouvons donc dire que le Soleil est distant de racine carrée de 10 000 au carré plus 10 000 au carré, soit 14 142 km. Mais n'oublions pas que sur Terre plate, le Soleil se trouve à environ 5 000 km d'altitude. Donc, le Soleil devrait se trouver réellement à racine de carré de 14 142 au carré, plus 5 000 au carré, soit 15 000 km de distance. Diantre, que faire donc des 9 656 km de limite de vision que nous vend Pebran? Mais c'est pas fini. Imaginez que vous êtes debout en plein nord. Les étoiles tournent autour de vous, et autour de l'étoile Polaris, qui se trouve juste au-dessus de votre tête. Les étoiles tournent autour de vous, dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. En vous déplaçant vers le sud, vous verrez Polaris commencer à se diriger vers le bas, au fur et à mesure que vous vous éloignez d'elle. N'oublions pas que l'étoile du nord Polaris est fixe dans le ciel. Elle ne bouge pas. Les étoiles commenceront à pencher. C'est presque comme si le dôme formé par les étoiles était un bol de salade. Et que ce bol de salade est renversé sur lui-même avec le fond à l'envers. Polaris se trouvera alors juste au milieu du fond de ce bol. C'est aussi de cette façon que vous verrez le Soleil tourner autour de vous, si vous êtes au point nordique. Donc, au fur et à mesure que vous vous éloignez vers le sud, le solide bol penchera de plus en plus sur son côté. Admettons que vous vous êtes éloigné du point nordique, d'une distance de 5 km, pour aller vers le sud. Tout paraîtra se lever du nord-est, et se coucher nord-ouest.
et le ciel côté sud sera balayé par les étoiles, comme vu sur cette image. Et si vous vous éloignez encore plus, pour vous positionner sur l'équateur, Polaris va se coucher carrément à l'horizon, du point nordique. Le bol de salade sera complètement penché à 90 degrés. Et la moitié de ce bol sera totalement cachée en dessous de l'horizon. Vous verrez alors les étoiles venir de l'est et se coucher vers l'ouest. Si l'étoile du Nord se trouve à 6000 km d'altitude, comme stipulé par le modèle de la Terre plate, comment puis-je la voir à l'horizon alors que d'après la trigonométrie, elle a une élévation de 30,96 degrés par rapport à l'horizontale? Si Polaris se trouve bien à 6000 km d'altitude comme stipulé par le modèle de la Terre plate, lorsque je me trouve à l'équateur, je suis à racine carrée de 6000 km² plus 10 000 km², soit à 11 661 km de Polaris. Comment puis-je encore la voir si ma vision est vraiment limitée à 9656 km? Autre objection, ou question que j'ai entendue, et qui dit: comment 4 personnes positionnées en rond, comme vu sur cette image, peuvent-ils voir les mêmes étoiles durant la nuit? Comme vous pouvez le remarquer, les étoiles tournent autour de ces bonhommes. Je réponds alors par la question suivante: comment pouvons-nous voir le même soleil? Nous voyons le même soleil, parce que le soleil tourne autour de nous, et nous donne l'horaire du jour. On voit les étoiles tourner autour de nous, chaque période nocturne. Je vais vous montrer ce que voit chaque observateur. Selon la perspective, chaque observateur aura son propre petit dôme. Ou si vous voulez, son propre champ de vision, dans un cercle de 9656 km de rayon. Le second observateur dans la nuit voit les mêmes étoiles. Le troisième voit les mêmes étoiles. Le quatrième aussi voit les mêmes étoiles. C'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, si la perspective était vraiment la bonne explication à la rotation horaire du ciel austral, comment devraient être situées les étoiles du ciel austral sur son saladier renversé ou sur son dôme, pour qu'en regardant vers le sud on puisse voir en même temps le même ciel depuis Perth en Australie et depuis Ushuaia en Argentine, sachant que sur Terre plate, ces deux villes sont quasiment à l'opposé par rapport au pôle Nord. Sur ces images, on peut faire la similitude entre l'étoile Polaris et le Soleil. Le Soleil, c'est Polaris. Les rayons du Soleil, c'est le chemin en cercle emprunté par les étoiles. Ce qui nous donne une vision d'étoiles tournant dans le sens de l'aiguille d'une montre, du côté du sud. Par contre, si les rayons crépusculaires divergent, en s'écartant depuis l'horizon, comme vu sur cette image, et continuent à se disperser de l'autre côté de notre position comme cela, alors oui. Quand vous êtes à l'équateur, et que vous regardez vers le sud, vous pouvez vous attendre à voir les étoiles circuler dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre, allant de gauche à droite, en restant parallèle au sol. Comme si les étoiles tournaient au-dessus d'une grande assiette, avec le centre connecté à l'étoile Polaris, au-dessus du point nordique. Oui, vous allez vous attendre à voir cela. Mais ce n'est pas ce qu'on voit dans la réalité. Ce qu'on voit, c'est les rayons crépusculaires devenir anti-crépusculaires, à partir du point de l'observateur. À partir de ce point, les rayons commencent à converger vers l'ouest. Les étoiles aussi doivent se comporter de la même façon. Non, les rayons du soleil semblent converger vers l'anticrépuscule. Pas le soleil. Dans le modèle de la Terre plate, le soleil se déplace en cercle autour du pôle Nord, mais il ne converge pas. Seuls ces rayons convergent. Mais souvenez-vous, en perspective, les lignes parallèles entre elles convergent vers un même point de fuite, ce qui implique que les rayons du soleil soient parallèles. Un platiste peut-il nous expliquer comment des rayons de lumière émis par un soleil de 50 km de diamètre à 9650 km de distance peuvent converger vers l'anticrépuscule, puisqu'ils ne peuvent pas être parallèles? Les étoiles sont comme le soleil, elles émettent de la lumière. Elles ne sont pas des rayons de lumière. De plus, dans le modèle de la Terre plate, tout comme le Soleil, elles sont supposées se déplacer en cercle autour du pôle Nord. Dans la démonstration de Pebran, jamais le Soleil ne converge. Alors pourquoi les étoiles devraient-elles converger? C'est assez étrange, cette perspective qui ne fonctionnerait que sur certains objets et pas sur d'autres qui sont pourtant de même nature et ont un mouvement similaire. Si les étoiles sont bien situées sur un dôme, comme stipulé dans le modèle de la Terre plate, et si ce dôme est en rotation autour d'un axe qui passe par la verticale du pôle Nord. Petite parenthèse, on ne sait toujours pas quelle source d'énergie phénoménale permet cette prouesse, ni selon quel principe physique ce dôme est capable de tourner, sur quoi il repose pour ne pas se casser la gueule,
ni ce qui se passe à l'interface entre la Terre plate et un dôme qui doit être d'une masse faramineuse pour que ce dôme puisse tourner sans engendrer de frottement. Et ça, nous ne le saurons jamais. Mais c'est pas grave, les platistes, eux, ne ressentent jamais le besoin de démontrer ce qu'ils énoncent. Alors, les étoiles ne se déplacent pas selon des droites parallèles, mais en cercle, comme le Soleil. Dès lors, encore une fois, pourquoi devraient-elles converger? Les rayons des étoiles, pourquoi pas? Mais quelqu'un a-t-il jamais observé des rayons d'étoiles en pleine nuit? La perspective n'a jamais dévié les rayons du Soleil et elle ne le fera jamais. La perspective donne l'illusion de convergence, mais elle ne peut en aucun cas faire converger quoi que ce soit. Lors de l'épisode 1, j'ai d'ailleurs mis au défi les platistes de nous fournir le nom de la personne qui a découvert ces lois de la perspective, de nous donner l'énoncé exact de ces lois et les formules mathématiques qui en découlent. Ce défi n'a jamais été relevé, et il ne le sera jamais pour la bonne et simple raison qu'il n'existe aucune loi de la perspective. Aucune. Toute la démonstration de Pebran est basée sur un principe qui n'a aucun sens. Elle n'est donc elle-même qu'un délire foutraque dénué de tout sens. Alors, comment Pebran conclut-il sa vidéo? Alors, comment pouvons-nous observer tout ça sur un ballon? Je veux dire que ça fonctionne parfaitement bien sur Terre plane. Ça fonctionne tellement bien sur Terre plane que, petit 1, il est obligé de nous montrer ses explications sur une planisphère pour ne pas passer pour un couillon. Raté. La limite de vision qu'il nous donne ne correspond à rien. Ces explications rapportées sur une Terre plane montrent que le Soleil ne se couche jamais dans l'hémisphère nord à l'équinoxe. Mais ce n'est pas encore fini. Pour savoir où tout cela nous mène, je vous invite à regarder le spin-off que j'ai tiré de cet épisode. Nuit noire pour la Terre plate. Le lien est dans la description. Mais comment cela fonctionnerait-il sur un ballon? En fin de vidéo, Saïda Joule s'est permis un petit ajout qui n'existe pas dans la version originale. Le lien vers la version originale, ou du moins ce que je suppose être la version originale, est dans la description. Ici, on tente de nous vendre une expérience pour nous expliquer le ciel austral. Logique, me direz-vous, c'est un peu le sujet de la vidéo. Oui, mais vous allez comprendre que Saïda Joule s'est tiré une balle dans le pied. S'en est-il seulement rendu compte? Là où Pebran s'échine à nous expliquer que la rotation horaire du ciel austral est due à la perspective, Flat Earth Model, lui, nous explique que c'est un phénomène de réflexion ou de réfraction. C'est pas très clair dans sa vidéo. Bah alors, Saïd, faudrait savoir, perspective ou réflexion? Mais bon, étudions un peu cet addendum. Première remarque, on nous vend une expérience et on nous en montre une autre. Regardez bien. Il nous dit qu'il a peint le trajet des étoiles sur l'intérieur de son bol de cacahuètes. Maintenant, regardez cette petite expérience à propos du dôme et ses étoiles. C'est un dôme transparent, avec à l'intérieur, le tracé des étoiles. Comme vous pouvez le voir. Et il nous montre ce que ça donne quand il passe son bol vierge de toute trace de peinture sur une feuille peinte, qui se trouve donc à l'extérieur du bol, le tout en nous précisant bien que... Personne ne sait ce qu'il y a au-delà du dôme. Trop fort le gars. Bref, il nous vend du flan, nous sert une sauce à l'allure suspecte, et précise bien qu'il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Perso, présenté comme ça, je balance ça direct à la poubelle. Surtout, n'oubliez pas,